Les Sixers ont tout tenté, mais les Knicks les ont éliminés. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va revenir pendant quelques minutes sur cette série de playoffs. Un premier tour qui avait presque les saveurs de finale, tellement c'était intense, tellement c'était serré. La preuve, c'est que, premièrement, au niveau du scoring, on a un écart de +1 pour les Knicks sur l'ensemble des matchs. Il y a eu beaucoup de matchs serrés, décidés dans les dernières secondes avec des rebondissements dont je vous ai déjà parlé. Et il faut évoquer le match qui a mis fin à cette série, le Game 6, qui a été dans la même lignée, puisque sur une action, alors qu'il y avait égalité, on a eu un tir à 3 points de Josh Hart, bien démarqué par Jalen Brunson, une prise à 2 sur le meneur intenable new-yorkais, dont on devra reparler bien sûr, et Josh Hart, un des nombreux facteurs X des New York Knicks, s'est distingué. Je retiens que ça a été aussi un duel très serré entre d'un côté le meneur émergent qu'est Jalen Brunson, qui a été All-Star pour la première fois cette année, et là qui à mon avis a grimpé encore dans la hiérarchie NBA, et celui qui a failli être double MVP en titre, Joel Embiid, qui a fait face à de nombreuses blessures, à des complications, mais qui a tenu son rang. Les deux se sont rendus coup pour coup, 650 points pour l'un, 649 points pour l'autre, en étant les fers de lance de leurs équipes et en leur permettant parfois de l'emporter ou parfois de se rapprocher de leur adversaire très près. Je pense que c'est une série aussi qui aurait pu mal tourner, puisqu'on a eu des gestes assez dangereux de la part de Joel Embiid notamment. Il a attrapé la cheville de Mitchell Robinson qui s'est retrouvé out pour le match suivant. Après, heureusement pour les Knicks, il a pu revenir. Ensuite, on avait aussi un petit coup de coude à Jalen Brunson et Josh Hart aussi qui s'est retrouvé avec le pied d'Embiid sur sa cheville. Dans ses gestes, alors est-ce que c'est lié à à son statut physique qui était un peu incertain, ou à une certaine volonté de ne pas se faire trop attention à l'adversaire? En tout cas, il a créé des tensions, il a été même banni de l'Empire State Building, qui a communiqué sur un tweet qu'il ne pouvait pas mettre les pieds dans ce bâtiment. L'arbitrage a été aussi une source de contestation, notamment avec ses fautes, mais aussi lors d'un final où Maxi, sur une remise en jeu, s'est fait quand même un peu bousculer, et ensuite il y a un temps mort qui a été quand même plus ou moins demandé par le coach Nick Nurse de Philadelphie, qui n'a pas été accordé, et ça a débouché sur une banderie à 3 points de Donte DiVincenzo. Tiens, puisque je parle de Donte DiVincenzo, ça permet d'aborder un autre point que je trouve génial dans cette série, c'est le rôle des Factor X. Ce sont des joueurs qui ne seront peut-être jamais All-Star, mais qui pourtant ont joué des rôles cruciaux durant les matchs. Ça peut être le petit meneur remplaçant Miles McBride, alias Deuce, qui a marqué 22 points lors du premier match, jusqu'au dernier match où on a Nicolas Batum et Buddy Hield, qui avaient très peu joué l'ancien shooter des Pacers, et qui s'est complètement réveillé au meilleur moment, mais ça n'a pas suffi. C'était intéressant de voir que les stars tenaient leur rang malgré les blessures. Et encore, je n'ai même pas parlé de Tyrese Maxey, lui aussi récemment All-Star, et qui a franchi une dimension, je vous en ai parlé lors de son shoot magnifique qui avait permis de sauver les Sixers. Mais dans l'ensemble, il n'y aurait pas eu cette série s'il n'y avait pas eu autant d'énergie de la part des 10 acteurs sur le terrain, et notamment ces joueurs-là, ces cols bleus, ces joueurs capables de mettre leur corps au service de l'équipe. Les Knicks qui se jettent sur tous les ballons quand ils sont en attaque. Au rebond, c'est impressionnant, que ce soit Isaiah Hartenstein, quand c'est aussi Mitchell qui le remplace, ou bien Josh Hart qui a avalé, comme un peu Dennis Rodman, je trouve, les rebonds. Il y va de bon cœur et il en prend, et ça met une pression et ça use l'adversaire, qui finit à la fin parfois par prendre de mauvaises décisions, parce que physiquement c'est un combat de tous les instants. Je pense également du côté des Sixers à Kelly Oubre Jr., qui je trouve a fait plutôt une belle série, en sachant qu'il s'est coltiné en alternance avec Nicolas Batum, la garde de Jalen Brunson. Et pourtant, Jalen Brunson, je pense que c'est le joueur qui a été le plus fort sur cette série.
il a réalisé quelque chose que Michael Jordan avait réalisé, lui, pour la dernière fois, c'était d'enchaîner 4 matchs à plus de 39 points. Et puis il a battu le record des Knicks en playoff, Bernard King qui avait 46 points, bye bye quoi, 47 points pour Brunson. Il a réalisé des doubles-doubles en mettant parfois donc 10 passes. Ça s'explique, parce que le niveau du joueur et de confiance est dingue, beaucoup plus ce qu'on imaginait il y a 2 ans quand il a été transféré, l'année dernière pardon, quand il a été transféré des Mavericks. Et 2, aussi parce que son coach Tom Thibodeau, comme la plupart des titulaires, le fait jouer plus de 40 minutes, voire 45 je crois pour ce qui est de Brunson. Donc ça lui laisse un petit peu le temps de marquer des paniers et de faire des passes. Mais dans l'ensemble, il a été lucide jusqu'au bout, jusqu'à la dernière action, comme je le disais, où il a fait cette passe décisive à Josh Hart. Les copains d'ailleurs de fac, Josh Hart, Dante DiVincenzo, Jalen Brunson. Et en face, il y avait l'ancien Husky Kyle Lowry. Donc cet esprit de groupe a rejailli, je trouve, et se ressent dans les Knicks. C'est pour ça que c'est un excellent choix de les avoir réunis. Et je n'ai même pas cité, vous voyez, dans les Factor X, OG Anunoby qui hier a apporté son physique, sa vista aussi. Il a été démarqué à 3 points et il a préféré aller péter un gros dunk sur la tête d'Embiid qui n'avait pas eu le temps de s'élever. C'est le genre d'action qui fait basculer les matchs. Et les Knicks ont réalisé de très belles actions, de très beaux matchs en général. Et la suite s'annonce assez intéressante. Personnellement, je les voyais plutôt aller en finale de conférence, donc pour l'instant, c'est le cas. Je vous ferai, je pense, une preview de la série Knicks-Pacers qui s'annonce intéressante et sûrement différente en termes de stratégie. Mais je vais quand même terminer par la saison qui s'achève, saison des Sixers, avec un petit bilan. Quand j'ai regardé le classement de fin de saison où ils se retrouvent dans le play-in à devoir battre Miami, et de voir que finalement, à 2 victoires au-dessus, ils auraient pu être 3e, ça montre que c'était très serré aussi à l'ouest, et que l'absence de Joel Embiid, j'ai noté le chiffre, il y a eu 7 victoires en 24 matchs lorsqu'il s'est blessé. Ça les a fait complètement couler alors qu'ils étaient dans le top 3. Et malheureusement, ça leur a coûté vraiment très cher. Ils se sont retrouvés face aux Knicks. Ils auraient peut-être pu hériter d'un match-up plus favorable. Mais il faut dire aussi que la blessure de Joel Embiid a pesé très lourd. Là où les blessures, il avait une paralysie faciale, c'était quand même assez impressionnant. On sentait que son genou, il faisait attention. Parfois, ça se voyait pas trop, mais quand même en défense comme en attaque, il n'avait pas sa mobilité habituelle. Ça n'a pas empêché de scorer des tonnes de points, des jumpers, même hier 2 paniers à 3 points. La chose que je me suis dite quand même en le voyant, c'est à un moment donné dans le 3e quart-temps où il commence vraiment à dominer Isaiah Hartenstein et il lui fait le signe too small, en gros tu peux pas défendre sur moi. À ce moment-là, les Sixers menaient de 6 points environ. Et je me suis dit, attention à ce genre de geste. La série, le match n'est pas fini. Pourquoi le chambrer? Est-ce que c'est un geste qui va impressionner Hartenstein? Hartenstein, il a tout donné sur le terrain. Il s'est battu pour le rebond. Il a mis des petits teardrops très précis. Donc il a fait son boulot. Embiid, on peut lui trouver des excuses, mais ce genre de petits gestes, moi, m'indique qu'il n'est pas encore tout à fait mûr, qu'il lui manque une petite dimension pour assumer complètement son talent qui est gigantesque. On verra donc par la suite si il évolue, s'il gagne justement en maturité. Je voulais dire un petit mot de quelqu'un que je n'ai pas cité, et pour cause, il n'a fait vraiment que très peu de bons matchs, c'est Tobias Harris, qui est vraiment un des joueurs les plus payés dans cet effectif et qui a fini son match avec 0 points hier. Dès le début, moi je trouvais qu'il fallait limite le sortir encore plus vite. Quand Batum est rentré à sa place, il y a eu tout de suite un jeu de meilleure qualité qui s'est installé parce que hier les Knicks ont vraiment surdominé le début. Donc Tobias Harris, je pense qu'il sera plus dans les plans des Sixers à l'avenir.
Quant à Nicolas Batum, et je vais finir là-dessus, a priori c'est son dernier match en NBA. Il reste l'équipe de France, les JO, et peut-être qu'après il fera encore une saison ailleurs, mais en tout cas, il a fini en 16 points, 16,7 rebonds je crois, et à 71% de réussite, un petit contre, encore une fois, pour montrer que c'est un joueur plus que polyvalent, plus que précieux. Donc un hommage appuyé, c'est ce que je voudrais faire, mais ça sera peut-être dans le cadre d'une vidéo à part à Nicolas Batum. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit débrief et à bientôt pour la suite des playoffs.